Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Regard sur l'Afrique, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité africaine sur l'élan africain. Cette semaine, deux sujets retiennent l'attention sur le continent. Eh bien, l'Afrique du Sud, une nouvelle vague de violence xénophobe inquiète plusieurs pays africains. Les ressortissants étrangers vivant, vivent dans la peur après des attaques et des discours hostiles contre des immigrés. Eh bien, également, et puis au Sénégal, le climat politique connaît de nouvelles secousses entre les déclarations du président Bassirou Diomaye Faye sur l'éligibilité de Ousmane Sonko et le limogeage du porte-parole de la présidence. Les tensions semblent gagner le sommet de l'État. Alors, que révèlent ces tensions? Quels impacts pour les populations et pour la stabilité politique? C'est le débat de ce nouveau numéro de Regard sur l'Afrique. Eh bien, chers confrères Anissé, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard sur l'Afrique. Merci beaucoup encore une fois, Prudence. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Je salue également tous ceux qui nous suivent maintenant et peut-être qui nous suivront après par la plateforme YouTube. Merci, moi aussi je vais bien et j'espère que nos échanges vont euh, éclairer l'opinion publique. Merci. Ah oui, forcément que les échanges vont éclairer hein, l'opinion publique, n'est-ce pas, ceux qui nous suivent via la plateforme YouTube, Média, les Nouvelles Élan. Sinon, l'élan africain, voilà. Eh bien, en Oui, tout cas, c'est notre souhait, nous espérons vivement. Eh bien, nous espérons également leur retour, leurs commentaires, pourquoi pas, de partager avec nous leur avis sur, tout à fait, voilà, des les sujets que nous commentaires, et puis des développons avis, et chaque puis semaine, même des voilà, sur contestations, cette c'est plateforme. possible. Mm. Voilà. Alors, le premier sujet, messieurs et dames, c'est la xénophobie en Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud reste l'une, oui, Oui, voilà. oui. Alors, comme je le disais, l'Afrique du Sud reste l'une des principales destinations des immigrants africains. Pourtant, le pays fait face depuis plusieurs années à des épisodes de violence visant des étrangers. En cette année 2026, bien évidemment, la tension remonte encore d'un cran. Alors, la première question que l'on se pose hein, tout de suite, c'est de savoir comment expliquer le retour des violences xénophobes en Afrique du Sud en cette année 2026. Qu'est-ce qui explique cela? Sinon, comment l'expliquer? Alors, c'est très compliqué, effectivement, c'est très difficile à comprendre. D'abord, comme vous le disiez, l'Afrique du Sud reste l'une des premières destinations de l'immigration en Afrique. Et pour cause, puisque l'Afrique du Sud est la première économie africaine. C'est un pays industrialisé. C'est un pays qui connaît beaucoup d'essor économique. Et donc, rien d'anormal que les gens veuillent y aller. Ça veut dire les immigrants venus de tous les pays d'Afrique, que ce soit des immigrants économiques, que ce soit également des réfugiés politiques et qui veulent essayer de trouver leur place dans cette société sud-africaine. Mais le problème, justement, c'est que même si l'Afrique du Sud a une économie beaucoup plus prospère que le reste des pays africains, c'est également l'un des pays qui connaît le taux de chômage le plus élevé en Afrique. Donc c'est un peu paradoxal. Il y a une économie florissante, des industries, tout ça, mais il y a également du chômage. Ce qui fait dire justement aux Sud-Africains que les immigrés venus d'autres pays africains veulent prendre leur place, leurs emplois. C'est pour cela justement que cela, parce que les immigrés viennent et quelquefois ils trouvent de l'emploi, ils y travaillent,
Et d'autres font des entreprises qui sont florissantes également. Et tout cela, justement, quand on voit que les immigrés ont une meilleure vie que les nationaux, les gens pensent justement qu'ils doivent normalement les faire partir et prendre ce qui leur appartient. C'est ça le problème. Et cela, justement, cause un petit problème parce que les autorités sud-africaines semblent ne pas réagir à ce qui se passe, à cette vague de xénophobie, des violences énormes. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des mutilés, justement à cause de ces soulèvements de la population qui en veulent énormément aux immigrés, qui ont réussi leur vie mieux que les nationaux. Et les autorités sud-africaines, justement, ne réagissent pas suffisamment, du moins c'est ce que je pense, et c'est mon avis personnel, c'est mon opinion, ne réagissent pas sévèrement contre ces nationaux qui s'en prennent à des gens innocents, simplement qui ont le tort d'être venus d'ailleurs. Et c'est un souci. Et ça cause un autre problème, justement, parce que l'Afrique du Sud est l'un des pays qui ont connu des problèmes énormes d'apartheid. Ça veut dire de ségrégation raciale. Et lors de la lutte du parti ANC contre le régime de l'apartheid, l'ANC a été soutenue par beaucoup de pays africains, notamment la Zambie, la Tanzanie et d'autres pays africains, justement, le Mozambique et autres, parce que ces pays-là se sentaient proches des aspirations du peuple sud-africain, du moins du peuple noir. Et maintenant, justement, que l'apartheid a été démantelé et que les gens veulent participer à l'essor d'émancipation des Noirs en Afrique du Sud, je parle des gens venus d'autres pays, les nationaux ne veulent pas les accueillir, mais plutôt veulent leur faire du mal, injustement, tout simplement parce que ils réussissent leur vie. Et ça, justement, c'est un souci. Et vous avez suivi, je suivis également vos articles en parlant de ce problème. Vous avez vu, c'est ce que vous disiez d'ailleurs dans votre introduction, que ça inquiète beaucoup de pays africains. J'ai vu que le Ghana a saisi l'Union africaine pour que l'Union africaine se penche sur cette question, trouve une solution durable à ce problème de xénophobie en Afrique, non seulement en Afrique du Sud, mais également dans d'autres pays où cela pourrait survenir. Parce que c'est un problème de société, mais c'est un problème qui concerne tous les pays africains. Justement, ça part d'un problème sociétal et ça touche évidemment la diplomatie, puisque si le ministre des Affaires étrangères du Ghana s'est permis de saisir l'Union africaine et de demander que les instances de l'Union africaine se penchent sur cette question, c'est que le Ghana se sent concerné. Et normalement, on avait compris dans le passé, parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est plutôt les pays qui étaient frontaliers avec l'Afrique du Sud qui se sentaient concernés. Mais on a compris maintenant avec les derniers événements qu'il y a maintenant le Ghana qui se sont concernés, il y a le Nigeria, les deux pays, principaux pays qui sont montés au créneau en dénonçant cette vague de xénophobie. Et c'est justement inquiétant. C'est inquiétant de voir que des pays africains, du moins les Africains de façon générale, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce problème. Et j'espère justement que l'Union africaine pourra faire quelque chose. Et je parle de l'Union africaine justement parce que j'ai vu évidemment euh, la réaction du Ghana qui a saisi les instances de l'Union africaine. Mais je me demande justement à quoi servirait l'Union africaine si cette organisation ne prenait pas des mesures qui s'imposent pour que
ce problème soit résolu de façon durable. Et ça me rappelle justement, parce que l'Union africaine, c'est quoi? L'Union africaine, justement, c'est une organisation d'intégration panafricaine. Ça veut dire qu'il faut tout faire pour que les Africains soient ensemble. Il y a maintenant une zone économique qui est en train d'être créée au niveau africain. Il y a d'autres mesures qui doivent être prises pour que les Africains se sentent ensemble. Et cela, justement, ces événements me rappellent. euh, L'Union africaine a été créée, c'était à l'an 2000, et sur proposition du président libyen Muammar Kadhafi. Et lorsque justement Muammar Kadhafi proposait de remplacer l'ancienne organisation de l'unité africaine par l'Union africaine, l'actuelle organisation, à Tripoli, il se passait des événements comme ceux auxquels on est en train d'assister en Afrique du Sud. Ça veut dire que les Libyens étaient en train de massacrer sauvagement à Tripoli des Africains subsahariens, ça veut dire de couleur noire, des gens qui voulaient aller chercher une vie meilleure, soit en Libye, soit continuer vers l'Europe. Les Libyens, à l'an 2000, je me souviens très bien, ça sont pris sauvagement à ces immigrés subsahariens et il y a beaucoup de gens qui sont morts. Je me rappelle également qu'il n'y a pas longtemps, de tels événements également ont eu lieu à Tunisie. En Tunisie, à Tunis essentiellement. D'ailleurs, avec la bénédiction à peine voilée du président Kais Saied, on l'a vu. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas la première fois que cela arrive. On parle maintenant de l'Afrique du Sud. Évidemment, les responsables sud-africains doivent prendre leurs engagements et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Mais cela peut arriver également ailleurs. C'est pour cela que je donnais l'exemple de la Libye en l'an 2000. Je parlais dernièrement également, je pense en 2024, en Tunisie. Et donc, ce sont des problèmes de société très inquiétants, mais j'espère que l'Union africaine pourra faire quelque chose et contribuer largement à ce que cela se développe de façon positive. Et justement, parlant de la résolution de cette crise, euh, également parlant de la contribution de l'Union africaine, que font les autorités sud-africaines elles-mêmes? Que font-elles pour protéger les ressortissants africains? Quel rôle jouent-elles concrètement dans cette crise? Parce que, quoi qu'on en dise, cette crise ne date pas d'aujourd'hui, ni de cette année. Donc, depuis même avant les interventions des pays comme le Nigeria ou le Ghana, que font concrètement les autorités sud-africaines? Justement, les premières victimes, le Ghana et le Nigeria sont des pays un peu lointains. Je ne savais même pas qu'il y avait des Nigérians et des Ghanéens en Afrique du Sud. Mais normalement, la plupart des immigrés qui sont en Afrique du Sud viennent des pays de l'Afrique australe et orientale. Il y a des gens venus d'Angola, du Ouais. Zimbabwe, du Mozambique, etc., etc., même de l'Afrique centrale. Il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de Rwandais, de Burundais en Afrique du Sud. Mais ce sont eux, normalement, les premières victimes. Mais le Ghana et le Nigeria, maintenant, sont des pays qui sont montés au créneau pour dénoncer ces événements-là. Et vous avez vu qu'il y a des échanges au niveau diplomatique entre les autorités sud-africaines et les autorités du Nigeria, d'une part, et les deux autorités sud-africaines et les autorités du Ghana, d'autre part. D'ailleurs, si le ministre ghanéen des Affaires étrangères a saisi les instances de l'Union africaine, et c'était à l'issue d'un entretien qu'il avait eu avec un représentant de l'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que l'Afrique du Sud également est consciente de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle peut faire justement? Il faut
prendre des mesures qui se posent, qu'on ne voit pas jusqu'à présent. Mais il y a par exemple la, des mesures concrètes visant à assurer la sécurité des gens qui vivent de façon légale sur le sol sud-africain. Protéger les gens et leurs biens, comme ça se passe ailleurs. Il y a des Africains qui vivent aux États-Unis, il y a des Africains qui vivent dans des pays européens et ils ne sont pas inquiétés. Ça veut dire qu'il y a des... Ils sont... Ils jouissent de la sécurité comme les nationaux. Que vous soyez immigré ou pas, lorsque vous vivez dans un pays de façon légale, les autorités de ce pays-là doivent protéger votre personne et vos biens. C'est normal, c'est international, c'est dans le cadre du droit international. Alors, si en Afrique du Sud, cela ne se passe pas comme il faut, ça veut dire qu'il y a une défaillance quelque part. C'est pour cela que les autorités sud-africaines et le gouvernement sud-africain doivent penser à tout faire pour que les gens venus d'ailleurs, qui vivent sur leur sol, se sentent en sécurité. Ça veut dire qu'il y a tout simplement le déploiement des forces de l'ordre s'il le faut. Il y a des lois qui doivent être votées, qui sont en faveur de l'immigration légale, afin que les nationaux ne s'en prennent pas à ceux qui viennent d'ailleurs. Et s'il le faut, qu'ils se sentent justement visés à part des poursuites pénales. Donc, c'est tout cela qu'il faut faire, mais pour moi, justement, je disais que ce n'est qu'une opinion, mais je pense que les autorités sud-africaines jusqu'à présent n'en font pas assez. Donc, si je dis que le gouvernement sud-africain n'en fait pas assez, c'est que justement, c'est un phénomène qui dure depuis longtemps, mais qu'on voit tout de même que ça continue, que les gens continuent d'être inquiétés malgré euh, les alertes venues du monde entier pratiquement. Et c'est pour cela que, évidemment, on pense que l'Union africaine doit réagir et énergiquement. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais dire à ce sujet. D'accord. Alors, ces tensions, certes, les autorités ont discuté entre eux, je vais bien sûr parler des autorités sud-africaines et nigériennes et ghanéennes et tout, ont discuté entre elles et tout, mais est-ce que cette situation ne risque-t-elle pas d'entacher, n'est-ce pas, les relations diplomatiques entre ces trois pays, non seulement ces trois pays, mais aussi d'autres pays africains? Oui, ça peut arriver, c'est déjà une crise. Si vous avez vu la réaction des autorités nigérianes et des autorités ghanéennes, ça semble une crise déjà entre les deux pays et l'Afrique du Sud. Ça veut dire que ces gens, les autorités du Ghana, les autorités du Nigeria, ont mal pris ce qui s'est passé. Effectivement, on ne peut pas s'en réjouir. Ça veut dire que s'il y a des gens, bon, il y a des gens qui partent, qui sont des réfugiés par exemple. Mais il y a d'autres pays, par exemple, il y a d'autres nationaux du Nigeria, du Ghana et des nationaux d'autres pays africains qui vont en Afrique du Sud en espérant trouver une vie meilleure. Alors, il est anormal que ces gens euh, qui n'ont rien fait de répréhensible devant la loi se sentent visés par des violences énormes visant leur sécurité et leur intégrité physique et qui, des fois, trouvent la mort. Donc, c'est inadmissible et je pense justement que si le gouvernement sud-africain ne prend pas des mesures qui s'imposent, il y aura une crise diplomatique entre ce pays et
des pays qui ont des ressortissants sur le sol sud-africain. Justement, c'est ce qu'on craint et c'est ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, que la crise s'enlise au point où euh, les ressortissants d'autres pays s'en prennent également aux ressortissants sud-africains dans leur pays. C'est ce qu'on ne souhaite pas vivement que ces pays, sinon l'Afrique du Sud réussisse à, n'est-ce pas, à peser les tensions avec comment dire, la collaboration de l'Union africaine pour que cette crise puisse, on puisse trouver une solution rapide à cette crise. Et peut-être une dernière question, ça concerne l'économie. Est-ce que les difficultés, enfin, les difficultés économiques et les inégalités héritées de l'apartheid, vous avez évoqué tout à l'heure l'apartheid, peuvent-elles continuer à alimenter enfin, ce climat de haine? Est-ce qu'on doit toujours se baser sur ça pour, n'est-ce pas, continuer à alimenter ce climat de haine? Oui, ça c'est l'aspect principal du problème. Ça veut dire le problème socio-économique des populations noires en Afrique du Sud. Effectivement, il y a des inégalités raciales en Afrique du Sud. Le gros de l'économie sud-africaine est détenu par les ressortissants blancs, les populations africaines. Ouais. C'est normalement qui détiennent la plus grande part de l'économie sud-africaine. Et vous avez d'ailleurs vu que le gouvernement sud-africain est en train de mettre en place des lois pour essayer de pallier à ces disparités en essayant de voir comment les populations noires puissent avoir accès également aux terres détenues en grande partie par les Afrikaners. Ce qui a, cela dit en passant, a provoqué l'inimitié des États-Unis, notamment du président Donald Trump, qui dit que ces lois-là agraires visent à faire un génocide contre les Afrikaners, ce qui évidemment Exactement. n'entrait pas, ne cadrait pas avec la réalité. Mm. Mais c'est vrai que justement, les populations noires en Afrique du Sud sont des populations qui connaissent le taux de chômage le plus élevé du pays. Et c'est pour cela que ce sont eux, les Noirs sud-africains, qui s'en prennent aux autres Noirs venus d'autres pays africains. Et donc, des inégalités au niveau national engendrent de la xénophobie contre les immigrés. Et donc, ce sont des problèmes qui sont liés et les autorités sud-africaines devraient normalement essayer de trouver des solutions qui englobent justement la globalité de ce problème-là. Ça veut dire corriger les inégalités au niveau national, mais lutter surtout contre la xénophobie. C'était, je crois, la dernière question que vous vouliez poser sur c'était ces événements de xénophobie en Afrique du Sud contre les ressortissants d'autres pays africains. Exactement, exactement. Alors, permettez qu'on quitte l'Afrique australe pour l'Afrique enfin, l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, le pouvoir montre des signes de fragilité après plusieurs déclarations et décisions qui relancent, n'est-ce pas, les débats autour de la relation entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Eh bien, comme je le disais dans mes mots introductifs, le président Bassirou Diomaye Faye a récemment affirmé que l'éligibilité du Premier ministre Ousmane Sonko ne devrait plus faire débat. Alors, dans le même temps, le chef de l'État a limogé son porte-parole, hein, issu d'ailleurs du PASTEF, une décision interprétée par plusieurs observateurs comme, comment dire, un nouvel épisode des tensions au sommet du pouvoir. Eh bien, lycée, pourquoi la question de l'éligibilité d'Ousmane Sonko continue-t-elle de susciter, n'est-ce pas, autant de réactions au Sénégal?
Euh, on dit souvent que le pouvoir ne se partage pas. Et Sodou, justement, à la tête de l'État du Sénégal, euh, se dispute la légitimité du pouvoir qu'ils ont acquis contre le président, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall. Si on essaie de rappeler ce qui s'est passé, c'est que le PASTEF est un parti que beaucoup disent que c'est un parti qu'on peut dire que un parti d'Ousmane Sonko. C'est lui le principal concepteur de ce parti et c'est lui qui en est le chef. Le PASTEF, créé de toutes Oui, pièces par Ousmane Sonko et c'est lui qui l'a amené jusqu'au pouvoir, du moins aux yeux de l'opinion publique. C'était le principal opposant au président Macky Sall. Et c'est justement le président Macky Sall qui s'est arrangé pour que Ousmane Sonko soit inéligible. Vous savez que les deux ont été emprisonnés, ont été condamnés pour des faits peut-être douteux. C'était peut-être des poursuites pénales, mais qui étaient liées à leur engagement politique. oui, Et c'est justement parce que Ousmane Sonko n'était pas éligible que le PASTEF a proposé Bassirou Diomaye Faye comme leur candidat. Et justement, il a été élu. Avec cette coalition, Diomaye président, qui comprenait justement le PASTEF, mais également d'autres alliés politiques. Et c'est pour cela justement, parce que c'était Ousmane Sonko qui était le principal opposant et qui était le chef du PASTEF. Il était évident pour tout le monde après les élections que c'était lui qui devait être Premier ministre. Alors, une fois au gouvernement, chef du gouvernement, la question s'est posée. Qui est le chef de l'exécutif du Sénégal? Constitutionnellement, bien entendu, c'est le président Bassirou Diomaye Faye. Mais dans les faits, c'est le chef du parti, Ousmane Sonko. Le parti qui détient la majorité également des députés au Parlement. C'est lui le véritable chef de l'exécutif. Et d'après certaines sources, les deux s'étaient entendus pour dire, voilà, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko aurait dit à Bassirou Diomaye Faye, moi, je ne suis pas éligible. Maintenant, vous allez y aller. Et puis, vous resterez 2 mandats. Et entre-temps, la législation aura changé et moi, je me présenterai après vos 2 mandats. Mais ce qu'on dit, c'est que justement, cet accord, si accord il y a, je dis ce que j'entends, je ne sais pas si c'est vrai, oui, après leur arrivée au pouvoir, Ousmane Sonko aurait changé d'avis, pardon, et veut se présenter dès la prochaine élection présidentielle. Ça veut dire que pour lui, Bassirou Diomaye Faye ne doit rester qu'un mandat et lui laisser la place. Alors, on comprend évidemment qu'il y a un problème d'ego, mais également un problème de respect. Je pense qu'à la place de Bassirou Diomaye Faye, tout le monde comprend que personne n'accepterait de céder la place à quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, justement, lors des dernières déclarations, Bassirou Diomaye Faye disait, c'est vrai, qu'Ousmane Sonko est le véritable chef du PASTEF, mais il n'a pas travaillé seul, ce qui est vrai. Il y a d'autres gens qui ont contribué à la réussite du PASTEF, dont moi-même.
Bassirou Diomaye Faye. Il a rappelé déjà, il y a un slogan qui est là. Par exemple, ce slogan vient de moi. Et donc, ça veut dire, c'est un différent à la tête de l'exécutif qui exaspère beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs. Parce que beaucoup de gens avaient nourri beaucoup d'espoir en ce Pastef. Les gens avaient espéré qu'il y aurait beaucoup de changements et qu'ils travailleraient beaucoup ensemble pour l'avènement d'une nouvelle ère que beaucoup de Sénégalais espéraient. Mais s'ils commencent justement à se tirer dans les pattes, je pense que non seulement ils vont perdre le pouvoir, tous les deux, mais également les Sénégalais seront déçus de leur façon de faire. C'est ça le problème. Donc, il y a le président Ousmane Sonko qui se voit bien à la place de son chef. Et il y a Bassirou Diomaye Faye qui dit, je dois rester au moins pendant 2 mandats et puis après, tu viendras après. Et il faudrait justement qu'il trouve intérêt d'entente. Et ce que vous évoquez justement, c'est que dans ces échanges, Bassirou Diomaye dit, de toutes les façons, j'ai la Constitution de mon côté. C'est moi qui ai le pouvoir de nomination. Alors, il peut même révoquer le Premier ministre, Ousmane Sonko. Mais je pense que ça ne va pas arriver jusque-là, parce que mieux vaut avoir Ousmane Sonko à la tête du gouvernement que dans l'opposition. Parce que sinon, ça irait très loin. Parce que quand il est à la tête du gouvernement, il prend ses responsabilités, il y a des choses qu'il ne peut pas dire, et il doit rester quand même respectueux envers le président de la République, qui, constitutionnellement parlant, est le chef de l'État, le chef des institutions et, comme on dit, le magistrat suprême du pays. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Justement, je pense que peut-être c'est votre, voilà, je pense peut-être que c'est votre souhait, mais quand Diomaye Faye hein, dit par exemple que si Ousmane Sonko est toujours Premier ministre, c'est parce qu'il a toujours sa confiance. Est-ce que quelque part, il pense à, à le démettre de ses fonctions ou euh, Ousmane Sonko doit-il démissionner de lui-même? J'espère que pour l'instant, on n'en est pas encore là. Euh, Si on en arrive là, c'est que les choses seront allées trop loin. Et j'espère que personne ne veut que ça aille trop loin. Mais ce que j'ai vu justement, c'est que le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du parti au pouvoir, le PASTEF, est en train de travailler pour la mobilisation. Il met beaucoup de force dans la mobilisation pour que le parti soit encore plus fort. Là, je le comprends. Et j'ai vu également que le président le président Bassirou Diomaye Faye essaie de tout faire pour avoir d'autres alliés. Il voit bien que le parti est acquis au Premier ministre. Il doit chercher d'autres alliés également. Justement, cette coalition Bassirou président qui englobe également d'autres partis politiques. J'ai compris que il veut également séduire l'ancien Premier ministre, M. Ba, qui était d'ailleurs candidat malheureux aux dernières élections présidentielles et qui est infidèle de l'ancien président Macky Sall. Donc, ça veut dire le président a compris qu'il n'a pas le parti pour lui. D'ailleurs, quand il a limogé le porte-parole de la présidence et qui est infidèle d'Ousmane Sonko, c'est qu'il voulait montrer qu'il a quand même la capacité d'agir et il voulait montrer au Premier ministre que c'était lui qui est à la manœuvre. Et c'est ce qu'il a fait. Et
on comprend qu'il ne pouvait pas garder un porte-parole qui lui était quelque peu hostile. Mais même si j'utilise ce vocable hostile, ça ne veut pas dire que les deux personnalités ne s'entendent plus. Il y a un débat politique, parce que c'est le mot qui est employé. Il y a un débat politique, mais qui peut trouver une solution, à mon sens. Ils ne sont pas encore arrivés au stade où ils doivent divorcer. Parce que s'ils divorcent, ce sera un divorce violent. Donc, le président ne souhaite pas limoger son Premier ministre et pour l'instant, le Premier ministre ne veut pas démissionner. Et c'est bien comme cela. Qu'il reste là, chacun a ses responsabilités, mais ça va peut-être empirer au fur et à mesure que les élections approchent. Et c'est ça le problème. Mais on a compris que le parti est acquis au Premier ministre et Ousmane Sonko est en train de tout faire pour gagner d'autres alliés. Mais ce que je dis, justement, la division ne va profiter à personne. Parce qu'il y a une opposition qui est là, qui est aux aguets et qui attend son tour. Quand le PASTEF était dans l'opposition, personne n'aurait imaginé qu'il gagnerait les élections présidentielles et parlementaires. Et d'autres, donc ce qui est arrivé au PASTEF peut arriver également à d'autres forces politiques, et il y en a au Sénégal. C'est pour cela que s'il y a cette division qui continue, qui perdure, le PASTEF risque de perdre le pouvoir et au profit d'autres forces politiques qui sont maintenant dans l'opposition, et ça n'aura profité ni à Ousmane Sonko, ni au président Bassirou Diomaye Faye. Eh bien, il faut que les deux parties s'attendent, sinon les deux personnalités s'entendent au même moment. Pour la petite parenthèse, hein, Diomaye Faye peut toutefois faire un mandat et laisser également, voilà, entre deux, hein, son patron fait également un mandat, pourquoi pas. Alors, eh bien, Bon, il peut faire un un apurement. mandat, ouais. Mais Oui. pourquoi il ferait un Alors mandat oui, alors que la Constitution lui autorise à en faire deux? C'est ça la question. Si je, ce que je disais au début, je le disais entre guillemets parce que j'ai pas de sources crédibles qui me disent que cela est vrai, mais s'il y avait exactement un deal qui disait que le président Faye ferait deux mandats et puis après laisserait la place à Ousmane Sonko. Et que maintenant Ousmane Sonko veut venir à la fin du premier mandat, ça veut dire qu'il y aurait un problème. Et tout le monde a compris justement que les gens qui viennent au pouvoir, ils prennent goût et ne veulent plus en partir. Mais justement, pourquoi est-ce que Ousmane Sonko, les deux sont encore jeunes, hein, ils ont du temps devant eux, pourquoi est-ce que Ousmane Sonko ne pourrait pas patienter pour qu'il laisse à l'autre le deuxième mandat. C'est une solution. S'ils discutent ensemble, cela pourrait évidemment être la meilleure solution pour moi. Sinon, ils vont perdre le pouvoir. Mhm. Ça veut dire que leurs divisions vont profiter plutôt à l'opposition. Voilà. oui, forcément. Mhm. Eh bien, pourquoi Ousmane Sonko ne pourrait-il pas patienter? Justement, c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas patienter? Il ne peut pas patienter. Évidemment, d'autres diront que Bassirou Diomaye Faye également pourrait faire un profil bas et laisser le poste au président du PASTEF, puisque justement, tout le pouvoir vient du PASTEF. Il y en a qui peuvent le penser comme cela. Mais il y a également, comme je le disais, un problème d'ego. Chacun a sa personnalité et Bassirou Diomaye ne veut pas se faire humilier comme cela. En disant, je laisse la place, le PASTEF va désigner un autre candidat alors que je suis là, alors que la Constitution m'autorise à briguer un deuxième mandat.
Et donc, c'est également un problème de personnalité, d'ego, et tout le monde le comprend. Il le faut vraiment, il faut qu'ils s'attendent non seulement pour leur bien, également pour le bien voilà, du pays, parce que Mm. s'il y a toutes ces histoires, toutes ces polémiques, à quand est-ce qu'on va dire, on va véritablement diriger le pays? Eh bien, c'est là une petite parenthèse. Parlons du limogeage. C'est bien vrai que nous avons évoqué plusieurs aspects du sujet, mais parlons du limogeage du porte-parole de la présidence. Est-ce que cela ne révèle-t-il pas une fracture politique plus profonde entre les deux amis, sinon les deux frères? Je pense que la session a déjà eu lieu. Ce sont deux frères qui s'appréciaient bien. Donc, les gens pensent que si Bassirou Diomaye Faye est là, c'est grâce justement à l'engagement politique d'Ousmane Sonko. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est que Ousmane Sonko, fort justement de sa forte personnalité, je pense que c'est lui qui a fait Bassirou Diomaye Faye et que Bassirou Diomaye Faye doit lui dire merci et accepter tout ce qu'il lui dit, y compris justement cette façon de lui dire, à la fin de son mandat, tu pars et c'est moi qui me porte candidat au poste de président de la République. On a vu d'ailleurs que il y a une modification législative qui est en train de se faire, qui devrait justement permettre à Ousmane Sonko de pouvoir se présenter à la présidence de la République. Mais vous me demandez si cela ne démontre pas qu'il y a une scission profonde. Oui, bien évidemment. La scission est profonde. Le Oui, beaucoup plus pouvoir, profonde que ce que cela nous laisse paraître. oui, 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 tout à fait. Si c'est apparu à la place publique déjà, c'est que déjà, c'était déjà profond. Normalement, ils ont dû en discuter d'abord en privé. Et si les problèmes, justement, ont été connus du grand public, ça veut dire que les choses sont allées plus loin. Il n'y a pas à espérer peut-être que les choses peuvent s'arranger. À moins, comme je le disais, qu'ils essaient de trouver un terrain d'entente. Et ce porte-parole de la présidence, justement, en a fait les frais. Lui qui est infidèle d'Ousmane Sonko, alors que le porte-parole de la présidence, dirigé par Abassirou Diomaye Faye, on comprend que cela ne pouvait pas durer comme cela. Et c'est pour cela que le président dit, c'est moi qui détiens le pouvoir de nomination. Je vous révoque et vous allez rejoindre le camp de mon frère et rival. Et c'est évidemment une situation très complexe, mais comme je le disais, qui risque de ne pas profiter ni à l'un, de ne profiter ni à l'un ni à l'autre. Ça veut dire que les deux, le parti PASTEF, risquent de céder le pouvoir à d'autres forces politiques alors qu'ils étaient en passe de consolider leur mainmise sur le pays. Eh bien, au-delà des histoires politiques, c'est également des histoires de famille qui prend également un coup. Et au-delà de tous ces aspects, euh, on parlerait également de relations d'amitié. Au-delà de tous ces aspects, quelles leçons doit-on tirer de cette histoire entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Disons, leçon de vie ou leçon politique, quelles leçons doit-on tirer? Quand il y a des rivalités politiques, on ne parle plus d'amitié. Ça s'est vu ailleurs. On dit qu'au Cameroun, par exemple, le président Amadou Ahidjo a cédé le pouvoir de façon volontaire à son ami et frère, qui est président actuel d'ailleurs, Paul Biya. Et puis, il a vu que il s'était trompé. Amadou Ahidjo a voulu revenir. Et ça s'est très mal passé pour lui. Parce que Paul Biya s'était bien implanté, il avait pris ses dispositions
quand Amadou Ahidjo a voulu revenir, il a regretté fort. Et maintenant, justement, au Sénégal, même si les deux hommes étaient amis, s'il y a une sorte de rivalité qui entre en ligne de compte dans le cadre de la lutte pour le pouvoir, les amitiés n'auront plus de place. Ça veut dire ils deviennent des ennemis qui peuvent même s'entretuer. Ça s'est vu ailleurs. Et donc, on ne parle plus d'amitié quand il y a une lutte pour le pouvoir. C'est plus fort. Il Clair, en politique, il n'y a pas d'amis. n'y a pas d'amis. On ne parlerait même pas d'ennemis, mais peut-être des adversaires. Ils sont devenus des adversaires, quelque part des adversaires politiques, tout en étant, On peut parler tout en des ennemis faisant politiques. partie On d'un même est, camp. on est adversaire politique quand les choses se passent de façon pacifique et démocratique. Ousmane Sonko, par exemple, et Bassirou Diomaye Faye étaient des adversaires politiques de Macky Sall. Mais si les deux arrivent à entrer en rivalité, ce ne sera plus des adversaires politiques, ce sera des ennemis politiques. Et c'est ce qui est malheureux, justement, c'est ce qui est à déplorer. C'est que, puisque ils ont été amis pendant longtemps, et s'ils arrivent maintenant à lutter pour le pouvoir l'un contre l'autre, ce ne sera plus de la diversité politique normale, ce sera des ennemis. Et ils peuvent se battre à mort. Et c'est ça le souci, justement. Personne ne le souhaite. Et c'est pour cela que je disais qu'il faudrait qu'il y ait des gens, sénégalais ou pas, qui acceptent de jouer de médiation afin de les réconcilier avant la prochaine échéance présidentielle. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Ce sera bénéfique pour le peuple sénégalais, surtout pour les militants du PASTEF, mais ce sera également bénéfique pour la politique sénégalaise de façon générale. J'espère qu'ils ne vont pas en arriver là, mais normalement, s'ils luttent pour le pouvoir l'un contre l'autre, ce sera un combat à mort. Et c'est malheureux. Et vraiment, ce sera malheureux. Parlant de mort, j'aimerais que vous fassiez, n'est-ce pas, un petit, enfin, une petite, comment dire, résumé, n'est-ce pas, pour ne pas dire conclusion comment dire, en rassemblant, n'est-ce pas, les deux sujets. S'il fallait rassembler les deux sujets, que ce soit pour l'Afrique du Sud, ou le Sénégal, qu'est-ce que vous aurez à dire par rapport à tout ça? Vous comprenez que ce qui se passe en Afrique du Sud est un problème de société, même si ça affecte d'une façon ou d'une autre les relations diplomatiques entre les pays d'Afrique du Sud et les pays d'où viennent justement les gens qui sont victimes de ces violences inadmissibles. Euh, Au Sénégal, nous avons parlé de cette rivalité à la tête de l'exécutif entre le président et son premier ministre. Mais là où les deux sujets se rejoignent justement, c'est que ça manque de clarité ou de prévoyance et qu'il y a une solidarité normalement d'un côté qui devrait se faire du côté de l'Afrique du Sud et des pays d'où viennent les gens qui sont victimes des violences, mais également une sorte de solidarité, d'entente mutuelle entre le Premier ministre sénégalais et son président, et le président sénégalais et son Premier ministre. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui luttent pour leurs intérêts tout en ne pensant pas aux intérêts généraux ou tout simplement en manquant ce qu'on peut appeler une façon de penser aux autres. Ça veut dire normalement,
sans être altruiste, mais on peut dire tout simplement, j'ai mes intérêts à défendre, mais je ne veux pas détruire l'autre. Il faut tout simplement chaque fois trouver un centre d'intérêt et garder une fenêtre de dialogue si les problèmes surviennent. Voilà. Je pense que c'est le manque de solidarité, le manque d'entente mutuelle, euh, l'échec de cohabitation ou de discussion. C'est ça qu'on peut dire. Voilà, comme le dirait un grand artiste africain, quand l'Afrique sera unie, quand l'Afrique sera unie, ça va faire mal, hein. Eh bien, quand les chefs d'État africains également seront unis, hein, véritablement, ça va faire mal. Mal à qui? À chacun de trouver la réponse. Eh bien, merci beaucoup, Anissé, d'avoir bien vouloir échanger avec nous lors de cette émission, de cet épisode de regard sur l'Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis sur l'élan africain. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre chaque semaine. On se donne, n'est-ce pas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée également aux grands enjeux du continent africain. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours et toujours connectés et branchés à l'actualité africaine via euh, nos plateformes d'élan africain. Passez un excellent week-end. Merci beaucoup, Prudence.